De façon générale, ce qu'on appelle une intégrale à paramètres, c'est tout simplement une intégrale qui dépend d'un paramètre. Vous en avez deux sous les yeux, ici ce sont des intégrales qui dépendent d'un paramètre n qui est un entier naturel. Bien évidemment, une intégrale à paramètres peut dépendre d'un paramètre qui peut être réel, voire même plusieurs réels. La question qu'on se pose ici, c'est comment étudier le comportement asymptotique de tels objets. Il se trouve que pour UN et Vn, on avait déjà commencé à le faire dans une vidéo précédente. Avec des encadrements très simples, on avait pu démontrer que UN et Vn tendaient vers 0 lorsque n tendait vers plus l'infini. La question suivante, si on veut affiner cette analyse, c'est est-ce qu'on pourrait obtenir un équivalent de UN et de Vn pour voir la vitesse avec laquelle ces deux quantités tendent vers 0, et puis même, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait obtenir des développements asymptotiques de ces deux quantités. Des méthodes pour faire ça, il y en a énormément, ça dépend vraiment des situations, on pourrait presque écrire un livre uniquement sur ce sujet, mais il y a quand même quelques méthodes qui reviennent régulièrement, et c'est ces méthodes-là qu'on va essayer de vous présenter dans cette vidéo. On va en présenter trois. La première, elle consiste à obtenir une approximation précise en partant d'un encadrement précis, tout simplement. Ensuite, la deuxième, elle consiste à utiliser une intégration par partie bien choisie, on y reviendra. Et enfin, la troisième, elle consiste à faire un développement limité au bon endroit, mais là, c'est plus compliqué, on en parlera plus tard. La structure de la vidéo, c'est qu'on va regarder chacune de ces trois méthodes une par une, et pour chacune d'entre elles, on va étudier UN puis Vn. UN, ce sera pris en exemple pour montrer la méthode. C'est un exemple difficile, UN, très intéressant mais difficile. Et puis ensuite, Vn, ce sera en exercice pour vous et vous verrez que c'est nettement plus facile. Allons-y pour la première méthode, un encadrement précis qu'on va donc appliquer à la quantité UN. C'est l'intégrale de x puissance n fois exponentielle de 2x, et souvenez-vous, on avait fait des dessins. On a tout d'abord les x puissance n, qui sont une famille de fonctions qui sont de plus en plus plates, de plus en plus proches de 0, même si elles restent accrochées à 1 en 1. On avait ensuite exponentielle de 2x, qui est donc une seule et même fonction, qui va de 1 à exponentielle de 2, et qui va moduler en quelque sorte les x puissance n, pour obtenir ici la famille de fonctions que vous obtenez à droite, et dont l'aire, ici on s'intéresse à UN, UN ici c'est l'aire sous la courbe, l'aire va tendre vers 0 puisqu'elle va être, comme on l'avait vu, de plus en plus serrée dans son coin. Alors maintenant, les x puissance n, on comprend que c'est à cause d'eux que cette intégrale va tendre vers 0, et du coup on va les laisser, puisqu'on sait parfaitement les intégrer d'ailleurs. L'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, donc les x puissance n, on n'y touche pas. Et ce qu'on va essayer d'encadrer, c'est plutôt la deuxième fonction exponentielle de 2x. Commençons par faire un encadrement simple, pour voir ce qui se passe, même si on va voir que ça va pas marcher pour avoir l'équivalent, mais c'est pas grave, ça va être instructif. Le plus simple en fait pour encadrer exponentielle de 2x, c'est la politique du pire. On le minore par sa plus petite valeur qui est 1 et on le majore par sa plus grande valeur qui est exponentielle de 2. Ça consiste à encadrer ici la courbe en rouge par les deux droites en bleu qui représentent des fonctions constantes. Maintenant, ça donne ça, pour tout x dans 0,1 exponentielle de 2x, on intègre entre ces deux constantes-là, puis on multiplie par x puissance n, et par croissance de l'intégrale, on obtient un encadrement de un. Il est donc compris entre 1 sur n plus 1 et exponentielle de 2 sur n plus 1. C'est une première information qui, certes, ne va pas donner l'équivalent, parce que vous voyez qu'à gauche, c'est équivalent à 1 sur n, et à droite, c'est équivalent à e carré sur n, donc c'est pas la même constante à gauche et à droite, mais tout de même, ça nous donne en quelque sorte une idée sur l'ordre de grandeur de un, qui va être très probablement en constante sur n. Maintenant qu'on a compris que cet encadrement initial d'exponentielle de 2x par les deux constantes, là, 1 et exponentielle de 2, n'était pas assez précis pour conclure, c'est maintenant qu'il faut se poser la bonne question, à savoir comment l'améliorer pour qu'il devienne suffisamment précis. Et là, en fait, ça nous amène à une idée extrêmement importante pour l'étude de UN, qui est que, en fait, tout se joue au voisinage de 1. En effet, ce qui pilote UN, on l'a vu, ce sont les x puissance n et l'aire sous la courbe des x puissance n. Et vous voyez que ici, cette aire sous la courbe, elle a tendance à se concentrer complètement en 1, puisque la fonction a tendance à s'écraser en 0 partout, sauf au voisinage de 1 où elle remonte et elle vaut 1. Les mathématiciens disent alors que la masse se concentre en 1, par analogie en physique, vous voyez, avec par exemple, quand vous regardez la répartition de masse au sein d'une planète ou d'une étoile, et bien là c'est pareil, ici au sein d'une intégrale, d'une aire, ici on voit que la masse se concentre en 1. Alors il y a une manière de vérifier un peu cette idée intuitive géométrique sur le calcul, qui est de s'intéresser à UN et de découper l'intégrale UN en fixant un petit a appartenant à 0,1 et en utilisant la relation de Schall. On peut écrire que UN est égal à l'intégrale entre 0 et petit a, plus l'intégrale entre a et 1. On peut donner des noms à ces deux quantités, mettons alpha n à gauche et bêta n à droite.
Eh bien en fait, ce qu'on va voir, c'est que la partie de gauche alpha n est complètement négligeable dans cette histoire. En effet, si jamais on veut le majorer en valeur absolue, eh bien à l'intérieur de l'intégrale, on peut très bien majorer x puissance n par a puissance n. En effet, sur cet intervalle entre 0 et a, x il est bien plus petit que a. Le a puissance n ici, il peut sortir de l'intégrale, ce qui nous donne une majoration a puissance n fois, et puis l'intégrale d'exponentielle de 2x. Alors, exponentielle de 2x, on peut le majorer grossièrement par exponentielle de 2, hein, et ça nous donne ici cette majoration. Ce qui est important ici, c'est de voir que la dépendance en n, elle donne du a puissance n, ce qui fait que alpha n tend donc vers 0 à vitesse géométrique. Or, un, lui, de son côté, on sait qu'il est plus grand que 1 sur n plus 1. Autrement dit, il tend vers 0 au plus aussi vite que 1 sur n. Ce qui nous fait, or, a puissance n est bien évidemment négligeable devant 1 sur n. Donc, alpha n est négligeable devant un. Du coup, là, dans cette égalité, un est égal à alpha n plus bêta n, eh bien, on voit que la partie de gauche est donc négligeable, ce qui nous amène à dire que un est équivalent à la partie de droite à bêta n. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce raisonnement, qui a été fait pour un a fixé, ici petit a ne dépend pas de n bien évidemment, mais ce raisonnement, il est valable quel que soit petit a, y compris pour un petit a qui serait extrêmement proche de 1. Il n'y a que la partie de droite qui va jouer dans l'équivalent. Ça nous fait comprendre maintenant que si jamais on veut s'intéresser à un encadrement de exponentielle de 2x et qu'on se pose la question, mais où est-ce que cet encadrement a besoin d'être précis pour exponentielle de 2x? Il n'y a pas du tout besoin qu'il soit précis sur l'intervalle 0,1 en entier. Il suffit qu'il soit précis au voisinage de 1, puisque tout se passe au voisinage de 1. Donc du coup, sur la courbe, c'est ici, à cet endroit-là, qu'il faut avoir un encadrement précis. On comprend alors que notre majorant exponentielle de 2, il est bien, puisque ce majorant, il vaut la même valeur que exponentielle de 2x en 1, alors qu'au contraire, le problème, c'était le minorant 1, qui, au voisinage de 1, prend des valeurs qui n'ont strictement rien à voir avec exponentielle de 2x. Avec cette idée en tête, on va construire un meilleur encadrement. Pour tout x appartenant à 0, 1, exponentielle de 2x, on va d'abord le majorer par exponentielle de 2, parce que ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien comme majorant. Et maintenant, comme minorant, là, il faut une idée. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire pour être précis en 1, c'est minorer exponentielle de 2x par sa tangente ici en 1, puisque la fonction est convexe, donc du coup, la courbe est située au-dessus de sa tangente en 1. L'équation de sa tangente, on la connaît bien, hein, c'est alors f de 1, c'est exponentielle de 2, plus f' de 1 fois x moins 1, f' de 1 ici ça va être 2 exponentielle de 2 fois 1, c'est-à-dire 2 exponentielle de 2, donc facteur de x moins 1. Voilà, cet encadrement d'exponentielle de 2x, on pense que c'est un bon encadrement. C'est de façon générale pour la plupart des x un très mauvais encadrement d'exponentielle de 2x, sauf là où il faut, c'est-à-dire au voisinage de 1, puisque ici les trois quantités valent la même chose, à savoir exponentielle de 2 en 1. Passons à la rédaction. On va donc partir de notre encadrement. Pour tout x appartenant à 0,1, par convexité, on a cet encadrement-là. Puis on va construire la quantité un, donc on commence par multiplier par x puissance n. Bien comprendre que là, dans cet encadrement de x puissance n exponentielle de 2x, les termes n'ont pas du tout le même rôle. Vous voyez, à gauche et à droite, d'abord, il y a un terme qui est le même, c'est exponentielle de 2 fois x puissance n. Et ça, c'est un terme qui, intuitivement, va être le terme prépondérant. Et puis, il y a ce terme, maintenant souligné en vert, qui est à gauche, mais pas à droite, et qui donc représente en quelque sorte la précision de l'encadrement. Et ce terme-là, en fait, il va être beaucoup plus petit. On peut tout de suite comprendre pourquoi il va être plus petit. Lui aussi, il est en x puissance n, mais sauf qu'on multiplie x puissance n par x moins 1, qui vaut 0, et bien précisément en 1. C'est-à-dire là où ça fait mal, là où la masse, là où l'intégrale de x puissance n se concentrait. On le multiplie par une fonction qui vaut 0, exactement en 1. Donc on se doute que quand on va prendre l'intégrale de ça, eh bien ça va être beaucoup plus petit. Faisons-le, par croissance de l'intégrale, on intègre cet encadrement, on obtient cette chose-là. On a un au centre, à gauche et à droite, on a donc les deux mêmes quantités, qu'on sait d'ailleurs parfaitement calculer, hein. C'est exponentielle de 2 divisé par n plus 1. Toutes les deux sont donc équivalentes à exponentielle de 2 sur n. Et puis, on a cette fameuse quantité ici centrale. Enfin, la quantité centrale, pardon, la quantité qui fait la différence, et qui fait intervenir ici une intégrale qu'on va noter epsilon n. Ici, puisqu'on a un encadrement de un et qu'on cherche un équivalent de un, on pense bien évidemment au théorème d'équivalent par encadrement. Il s'agit donc d'avoir à gauche et à droite des quantités qui sont toutes les deux équivalentes à la même chose. Et ici donc à exponentielle de 2 sur n, pas le choix. Du coup ce epsilon n, eh bien il importe non seulement de montrer qu'il tend vers 0, mais ça suffit pas, de montrer qu'il est négligeable devant l'autre terme, exponentielle de 2 sur n. Autrement dit, maintenant le but de la démonstration, c'est de démontrer que epsilon n est un petit taux de 1 sur n.
Allons-y, faisons-le. En fait, c'est pas très compliqué parce que epsilon n, elle se calcule cette intégrale. On peut carrément tout développer. X-1 fois x puissance n, c'est x puissance n plus 1 moins x puissance n et puis intégrer. Mais là, on a fait une autre méthode qui est plus rapide en fait. C'est une intégration par partie où on dérive x-1, ça donne 1, et où on primitive x puissance n plus 1. X puissance n, pardon. Ça nous donne le crochet suivant. Alors d'ailleurs, il vaut 0, donc tant mieux. Et puis cette intégrale-là, qu'on peut parfaitement calculer, hein. Le 1 sur n plus 1, il est mis en facteur, et puis ensuite on primitive x puissance n plus 1, ça donne 1 sur n plus 2. Là, ici, on ouvre le champagne. Cette quantité epsilon n, on a même un équivalent, elle est équivalente à moins 1 sur n2, ce qui fait que, en particulier, elle est négligeable devant 1 sur n. C'est gagné. La quantité un a donc été encadrée par deux quantités qui sont toutes les deux équivalentes à exponentielle de 2 sur n, donc par encadrement, un est lui-même équivalent à exponentielle de 2 sur n. Maintenant, à vous de jouer sur les Vn, l'objectif est encore d'obtenir un équivalent à l'aide d'un encadrement. Là, c'est beaucoup moins compliqué, hein. Je prétends qu'un encadrement simple permet de conclure. Mettez pause dans la vidéo, on corrige juste après. Allons-y, alors là la technique c'est de laisser le numérateur tel qu'il est, cos t, de toute façon on sait l'intégrer, cos t, et plutôt au dénominateur de pratiquer la politique du pire. T appartenant à 0 pi sur 2, eh bien le dénominateur n plus t, il est compris entre n, c'est sa plus petite valeur, et n plus pi sur 2, c'est sa plus grande valeur. Voilà, ici, si vous regardez cet encadrement dans les yeux, vous savez déjà que c'est gagné, puisque à gauche et à droite, les deux quantités sont équivalentes entre elles à n. Maintenant, il n'y a plus qu'à, donc on passe à l'inverse. Ensuite, on multiplie par cosinus t qui est bien positif, hein, puisque t appartient à 0 pi sur 2, donc cos t est une quantité positive. Multiplier par cos t ne change pas le sens des inégalités. Puis on utilise la croissance de l'intégrale pour obtenir un encadrement de Vn. Vous voyez que c'est exactement les mêmes quantités à gauche et à droite, sauf que c'est n à droite et n plus pi sur 2 à gauche. Depuis le début, c'est ça, et c'est deux quantités qui sont équivalentes et qui vont rester équivalentes. L'intégrale de cos t, elle vaut 1, ce qui fait qu'on obtient cet encadrement de Vn, avec deux quantités qui à gauche et à droite sont toutes les deux équivalentes à 1 sur n. Par encadrement, Vn était lui-même équivalent à 1 sur n et c'est fini. La deuxième méthode, c'est l'intégration par partie. Là, c'est une méthode qui n'a strictement rien à voir avec les encadrements précédents. Regardez, c'est purement technique. Quand vous faites une intégration par partie, par définition, vous êtes en train de regarder l'intégrale d'un produit de fonction f fois g. Et il y en a une que vous dérivez, mettons f, et l'autre que vous primitivez. Mettons qu'on appelle grand G une primitive de petit g, on obtient donc le résultat suivant. Et vous voyez qu'il y a deux termes. Il y a le crochet et il y a l'intégrale de droite. Le crochet, c'est une quantité qui est parfaitement calculable. Un crochet n'a jamais posé le moindre problème pour être calculé. C'est l'intégrale de droite qui, au contraire, elle peut éventuellement être une intégrale qu'on ne sait pas calculer. Du coup, l'idée de la méthode est la suivante, c'est de choisir judicieusement une intégration par partie de façon à ce que le crochet soit une quantité qui est prépondérante par rapport à l'intégrale, ou autrement dit, que l'intégrale soit une quantité qui est négligeable devant ce crochet. Si jamais vous arrivez à faire ce travail, alors c'est gagné, vous avez votre équivalent, puisque par définition ce sera le crochet qui est prépondérant, et ce sera donc une quantité qui sera totalement explicite. Maintenant, la difficulté de cette méthode, c'est d'arriver à faire une intégration par partie de façon à obtenir ce découpage, crochet prépondérant moins intégrale négligeable. Pour faire ça, bon, il n'y a pas vraiment de méthode miracle, mais tout de même, on peut donner un conseil, parce que vous voyez que dans les deux quantités, il y a la fonction grand G qui intervient, ok, mais au niveau de f, à gauche vous avez petit f, alors qu'à droite vous avez f'. Donc si jamais vous voulez que votre intégrale de droite soit le plus petit possible, qu'elle soit négligeable, alors il faut que cette quantité f' soit petite. Du coup, voici un conseil général, essayez de choisir comme fonction que vous dérivez, une fonction qui a la dérivée la plus petite possible, c'est-à-dire la fonction la plus plate possible, celle qui varie le moins. A l'inverse, si jamais vous avez une fonction qui varie beaucoup, elle, essayez plutôt de la primitiver, par élimination, tout simplement. Ce conseil, il ne va pas marcher dans 100% des cas, hein, bien évidemment. D'ailleurs, des fois, on n'a même pas vraiment le choix sur ce qu'on fait, mais tout de même, il y a pas mal de cas où il vous permettra de guider votre intuition pour trouver vite une intégration par partie qui va marcher. Mettons ça en pratique sur les un, vous allez voir, c'est magique. Sous cette forme, en fait, un, c'est déjà l'intégrale d'un produit de fonction. On a exponentielle de 2x fois x puissance n. Pour une intégration par partie, on a un découpage naturel. Maintenant, la question, c'est quelle fonction est-ce qu'on dérive et laquelle on primitive. On peut les regarder une à une. Exponentielle de 2x, si jamais on dérive par rapport à x, ça donne 2 exponentielles de 2x, ce qui est une fonction un peu banale, ni particulièrement grande, ni particulièrement petite. En fait, c'est une gentille fonction bornée, voilà. Par contre, x puissance n, si on dérive ça par rapport à x, on obtient n fois x puissance n-1, c'est-à-dire une quantité qui est
de la même manière en x puissance n, mais avec un facteur n en plus qui tend vers plus l'infini. Donc là, c'est une très mauvaise idée de dériver cette fonction. Au contraire, on va la primitiver, donc par élimination, on va dériver plutôt exponentielle de 2x. Ça donne donc l'intégration par partie suivante avec ce découpage-là, f de x est exponentielle de 2x et g de x est x puissance n. Et du coup, en dérivant et en primitivant, on obtient ces deux choses-là. Vous voyez que quand on primitive x puissance n, on obtient un facteur, non pas n, mais au contraire 1 sur n, ou plutôt 1 sur n plus 1, qui tend vers 0, ce qui est bien une bonne nouvelle pour nous. Ça fera que l'intégrale résiduelle sera d'autant plus petite. Bon, allons-y, faisons le calcul. Donc par intégration par partie, ça nous donne cette chose-là, un crochet et une intégrale résiduelle, qu'on va noter ici, après avoir mis 2 sur n plus 1 en facteur, qu'on va noter epsilon n. Le crochet, il se calcule, bien évidemment, et il vaut e carré sur n plus 1. Tiens donc, ça c'est une quantité qui doit vous faire penser à quelque chose, c'était précisément l'équivalent qu'on avait trouvé, vous voyez, hop, on l'a récupéré avec le crochet. Et puis, il nous reste cette quantité résiduelle, 2 sur n plus 1 fois epsilon n. À partir de maintenant, si on veut un équivalent de un, eh bien, tout le travail consiste à montrer que cette partie résiduelle est négligeable devant e carré sur n plus 1, ce qui correspond complètement à dire que epsilon n est un petit taux de 1. Le but est donc de démontrer que epsilon n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors c'est pas très compliqué, regardez dans les yeux epsilon n, on a une intégrale en fait avec exponentielle de 2x et le fameux x puissance n plus 1. Donc c'est bon, ça va tendre vers 0, il suffit de majorer grossièrement exponentielle de 2x par exponentielle de 2, on multiplie par x puissance n plus 1, on intègre, et ça nous donne cet encadrement de epsilon n. C'est bon, il est encadré par deux quantités qui tendent vers 0, donc lui-même tend vers 0. En fait, on est un peu en train de redémontrer quelque chose qu'on avait déjà démontré. Si vous regardez epsilon n, c'est tout simplement u de n plus 1. Donc comme on savait déjà que un tendait vers 0, ben un plus 1 tend aussi vers 0. Bon, là c'est pas grave, on l'a redémontré. Ce qui est important maintenant, c'est que si on revient à l'expression de un, on a donc que un est égal à e carré sur n plus 1, plus quelque chose qui est négligeable devant 1 sur n plus 1. Donc c'est bon, on a notre équivalent, c'est e carré sur n plus 1, qui lui-même est équivalent à e carré sur n. Il se trouve que cette méthode d'intégration par partie futée marche aussi sur les Vn, cette fois-ci c'est à vous de jouer, mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après. Allons-y. Alors là l'idée c'est de faire une intégration par partie où on décide de dériver 1 sur n plus t. En effet c'est une quantité qui tend vers 0 à vitesse 1 sur n, moralement, quand on regarde sa dépendance en n. Or, quand on la dérive par rapport à t, on obtient quelque chose en 1 sur n plus t au carré, qui donc tend vers 0 à vitesse 1 sur n2. Donc beaucoup plus petit que 1 sur n. C'est donc une très bonne idée de dériver cette quantité. Alors qu'à l'inverse, il ne faut surtout pas la primitiver, on aurait obtenu du log de n plus t, quelque chose qui croît envers plus l'infini en log n, donc là, très mauvaise idée. On va donc suivre cette idée d'intégration par partie, où on va d'autre part primitiver le cosinus, et ça nous donne ce résultat de Vn, avec un crochet ici qui nous donne 1 sur n plus pi sur 2, qui est donc équivalent à 1 sur n, et puis une intégrale résiduelle qu'on va appeler epsilon de n, avec, vous voyez, à l'intérieur de l'intégrale, un dénominateur en n plus t au carré ici, c'est ça qui va être important. À partir de là, le but est de démontrer que epsilon n est négligeable devant le crochet, c'est-à-dire qu'il est négligeable devant 1 sur n. C'est pas très compliqué, en fait on peut y aller grossièrement en prenant des valeurs absolues à l'intérieur de l'intégrale. Ici cette quantité en valeur absolue, le numérateur il est plus petit que 1, voilà, sinus en valeur absolue est plus petit que 1, et le dénominateur si on le minore, n plus t c'est plus grand que n, donc ce dénominateur est plus grand que n carré. Ça nous donne donc cette majoration, 1 sur n carré. Du coup, par inégalité triangulaire, la valeur absolue de epsilon n, elle est inférieure à l'intégrale de cette constante 1 sur n2, ce qui nous donne, comme on l'intègre entre 0 et pi sur 2, la longueur de l'intervalle pi sur 2 fois la constante 1 sur n2. Ça nous permet de voir que epsilon n est un grand taux de 1 sur n2, et donc, à plus forte raison, un petit taux de 1 sur n. Du coup, quand on revient à l'expression de Vn, on a donc une quantité qui est équivalente à 1 sur n, qui est donc égale à 1 sur n plus petit taux de n, petit taux de 1 sur n, pardon, et puis d'autre part, epsilon n, qui comme on l'a vu, est un petit taux de 1 sur n, ce qui nous donne un deuxième petit taux de 1 sur n. Tout ça est négligeable devant 1 sur n, donc l'équivalent c'est bien 1 sur n. On arrive à la troisième et dernière méthode qu'on va développer dans cette vidéo et qu'on a appelée un DL au bon endroit. C'est peut-être la méthode la plus puissante parce qu'on va voir qu'elle permet dans pas mal de cas d'avoir non seulement un équivalent mais aussi des développements asymptotiques très précis, mais c'est aussi la méthode la plus difficile, donc là accrochez-vous. UN est un bon exemple d'application de cette méthode parce que c'est justement une intégrale sur laquelle on a vu que la masse se concentrait en un seul point. Ce qui nous a amené à penser que ce serait très intéressant d'avoir des approximations de exponentielle de 2x au voisinage de 1 ici.
Or, un très bon fournisseur d'approximation locale au voisinage d'un point, c'est bien évidemment la notion de développement limité. Donc là, on aura très envie de faire un développement limité d'exponentielle de 2x au voisinage de 1, et lorsque x tend vers 1, par la formule de Taylor-Young, ça vaut la valeur en 1, c'est-à-dire exponentielle de 2, plus la dérivée en 1, 2 exponentielle de 2 fois x moins 1, plus un petit taux de x moins 1. Maintenant, le problème, c'est que nous, on s'intéresse à une intégrale. Donc il va falloir intégrer cette chose-là, enfin après l'avoir multiplié par x puissance n, il va falloir l'intégrer, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un petit taux de x moins 1 à l'intérieur d'une intégrale. Et ça, on ne l'a jamais fait, hein. On n'a jamais mis de petit taux ou de grand taux à l'intérieur d'intégrale, et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, ça ne veut rien dire. Comprenons bien pourquoi. Regardez, si jamais on prend un exemple vraiment basique, l'intégrale entre 0 et 1 de petit taux de 1. Un petit taux lorsque x tend vers 0. Qu'est-ce que veut dire cet objet? On est en train de prendre l'intégrale d'une fonction qui est un petit taux de 1, c'est-à-dire qui tend vers 0 en 0. Or, des fonctions qui vérifient cette chose-là, mais il y en a plein. Il y a énormément de fonctions, vous voyez sur ce dessin, chaque fonction, chaque couleur correspond au graphe d'une fonction qui tend vers 0 en 0. Or, quand vous regardez l'intégrale entre 0 et 1 de ces fonctions, mais ces intégrales n'ont rien à voir. Il y en a des positives, des négatives, des grandes, des petites. Et en fait, en réfléchissant 2 secondes, on voit que en bidouillant une fonction qui tend vers 0 en 0, on peut en fait obtenir une intégrale qui vaut ce qu'on veut. Donc cet objet-là, l'intégrale entre 0 et 1 de petit taux de 1, c'est quelque chose qui, selon la fonction qu'on choisit pour être un petit taux de 1, peut valoir tout et n'importe quoi. Autrement dit, cet objet ne veut rien dire mathématiquement. Voilà pourquoi, de façon générale, on ne met jamais de petit taux et de grand taux à l'intérieur d'intégrales. Le problème, c'est que dans cette approximation de exponentielle de 2x, le reste de l'approximation, on l'a exprimé de façon asymptotique, petit taux de x moins 1. Alors qu'une intégrale entre 0 et 1, fondamentalement, ça n'est pas une notion asymptotique. Quand on prend l'intégrale entre 0 et 1 d'une fonction continue, ça ne dépend pas du comportement de cette fonction juste en un point, mais bien de son comportement sur tout l'intervalle d'intégration. Donc pour s'en sortir, il va falloir exprimer ce reste autrement. Il y a plusieurs manières de faire. D'abord, on peut revenir à la définition de ce qu'est un petit taux de x moins 1. C'est une quantité du type x moins 1 fois alpha de x, où alpha de x tend vers 0 en 1. Ça peut permettre de s'en sortir, ça va donner des raisonnements subtils à l'epsilon. C'est un peu ce genre de choses qu'on avait fait dans la démonstration du théorème fondamental de l'analyse. Mais on va pas faire ça. Il y a en fait beaucoup plus simple que ça, c'est d'exprimer ce reste de façon non asymptotique. En fait, on peut très bien poser une quantité R1 de x qui est égale à la vraie fonction exponentielle de 2x moins son polynôme de Taylor à l'ordre 1, de façon à ce que cette égalité soit toujours vraie. Et maintenant, R1 de x, on sait l'estimer, non pas avec Taylor-Young, mais avec l'inégalité de Taylor-Lagrange. R1 de x est plus petit qu'une constante M2, qui est le sup sur l'intervalle 0,1 de la dérivée seconde de la fonction, divisé par factoriel de 2 fois x moins 1 au carré. Là, il y a beaucoup de choses à dire sur cette majoration. Vous voyez que tout d'abord, elle est en x-1 au carré, qui est une quantité qui est petite, précisément, en 1, au voisinage de 1. Et ça, c'est très intéressant pour nous, puisque précisément, c'est en 1 qu'on sait que l'intégrale se concentre. Deuxièmement, tout le reste, m2 sur factoriel 2, c'est juste des constantes. Ici, ce nombre m2, bon, c'est le sub d'une fonction, etc. Mais à la limite, quand bien même on ne saurait pas calculer cette chose-là, c'est le sub d'une fonction continue sur un segment, qui est borné, donc c'est juste une constante. On pourrait très bien même le laisser sous cette forme-là, ça ne gêne en rien ce qui va être fait plus tard. Et puis, enfin, bien évidemment, ce qui est très intéressant avec cette écriture, c'est qu'elle est vraie pour tout x appartenant à 0, 1. Ça n'est pas asymptotique, donc tout ça peut être intégré sans aucun problème sur le segment 0, 1. Rédigeons ce travail proprement. On va commencer par fixer un n appartenant à n étoiles, et puis on va utiliser cette approximation d'exponentielle de 2x par l'inégalité de Taylor-Lagrange. Exponentielle de 2x, il est égal à cette expression-là, où R1 de x peut être majoré en valeur absolue par cette quantité-là. Ici, M2 désigne le sup de la dérivée seconde d'exponentielle de 2x, et il se trouve qu'en fait cette dérivée seconde ici on peut la calculer, c'est 4 exponentielle de 2x. Cette quantité, elle prend son sup entre 0 et 1 en 1 en fait, parce que c'est une fonction qui est croissante, donc sa valeur maximale, elle est en x égale 1, et ça nous donne 4 exponentielle de 2. Bon, là en fait on est dans un cas particulier où cette quantité M2, elle peut être calculée, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'en valeur absolue, R1 de x, il est majoré par une constante fois x moins 1 au carré. Il se trouve ici que cette constante, on peut l'exprimer, c'est 2 exponentielle de 2, tant mieux pour nous. Et en cela, on va revenir à un. Un, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois exponentielle de 2x, et donc on va remplacer exponentielle de 2x par son développement. Maintenant, par linéarité de l'intégrale, eh bien un, du coup, on va pouvoir l'exprimer comme la somme de trois intégrales.
La première, on va l'appeler alpha n, c'est celle qu'on pense être prépondérante. La deuxième, on va l'appeler bêta n. Et enfin, la dernière, celle qui fait intervenir ce fameux reste R1, on va l'appeler epsilon de n. En fait, ici, se profile un développement asymptotique de la quantité un. On va regarder ces trois quantités une par une. Tout d'abord, alpha n. C'est une quantité qu'on sait parfaitement calculer, elle vaut n plus 1. Ça, au passage, 1 sur n plus 1, pardon, et ça, au passage, on peut voir que c'est équivalent à 1 sur n. Ok. Maintenant, bêta n. Bêta n, en fait, on avait déjà rencontré cette intégrale et on l'avait déjà calculée. On peut le faire par exemple par intégration par partie en dérivant x-1. Bon, c'est pas la seule méthode, mais peu importe. Et on voit que ce résultat, il est équivalent à moins 1 sur n2. Donc bêta n est une quantité qui est négligeable devant alpha n. Enfin, epsilon n, on va pas du tout la calculer, bien évidemment. On va la majorer, on va l'estimer, de façon à montrer qu'elle est négligeable par rapport aux deux premières. Ici, en valeur absolue, epsilon n par l'inégalité triangulaire, elle est inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 de cette chose-là. Et à l'intérieur de l'intégrale valeur absolue de R1 de x, on va bien sûr utiliser notre majoration par constante fois x-1 au carré. La constante c, elle sort de l'intégrale. Et puis, on se retrouve ici avec cette intégrale-là, x puissance n fois x-1 au carré. Cette intégrale, alors on peut la calculer, elle aussi. Le plus simple sans doute, c'est de nouveau par intégration par partie, en dérivant x-1 au carré. Quand on dérive une fois du x-1 au carré, on obtient du x-1. Et puis ensuite, on refait une intégration par partie pour obtenir du 1. Donc par double intégration par partie, en fait, on montre que cette intégrale, elle est égale à cette quantité-là. Ce qui est intéressant, quand on a le résultat sous les yeux, c'est de voir que cette quantité, eh ben, elle est équivalente à 2 sur n3. Elle est donc négligeable par rapport aux deux précédentes. Et ça n'a rien de surprenant, puisque vous voyez, à l'intérieur de l'intégrale, on avait du x puissance n fois x-1 au carré, qu'on a dit, qu'on avait bien identifié comme étant une quantité qui est très petite au voisinage de 1. Donc c'est ça qui fait que ça marche. Donc epsilon n est un grand taux de 1 sur n3, comme on vient de le démontrer, donc à plus forte raison, c'est un petit taux de 1 sur n2. Là, on sait qu'on a gagné la partie, puisqu'on a alpha n en 1 sur n, bêta n en moins 1 sur n2, et enfin un reste qui est en petit taux de 1 sur n2. Ce reste epsilon n, dans le développement asymptotique, il fixe la précision. La précision qu'on va avoir va être en petit taux de 1 sur n2. Bon, maintenant c'est juste technique. Allons-y, bêta n, il est équivalent à moins 1 sur n2 comme on l'a dit, donc il est égal à moins 1 sur n2 plus petit taux de 1 sur n2. Lui c'est bon, ça y est, on a déjà une précision en petit taux de 1 sur n2. Par contre, alpha n, il est égal à 1 sur n plus 1. On peut dire qu'il est équivalent à 1 sur n, mais en fait, si on dit que du coup il est égal à 1 sur n plus petit taux de 1 sur n, ici on perd énormément de précision, puisque ce petit taux de 1 sur n met par terre tout ce qui était en 1 sur n carré. Donc il faut surtout pas faire ça. Il va falloir malheureusement estimer alpha n un peu plus précisément, 1 sur n plus 1. En mettant au dénominateur le n en facteur, on obtient cette chose-là, et puis on peut faire un petit développement limité sur 1 sur 1 plus 1 sur n, pardon, ce qui donne ça, et ce qui nous donne un développement asymptotique avec du 1 sur n, du 1 sur n carré, et un petit taux de 1 sur n carré. Voilà. Maintenant, on revient à notre expression de un, il était égal à cette chose-là avec alpha n, bêta n et epsilon de n. Et maintenant, en regroupant ce qui est en 1 sur n d'une part, en 1 sur n2 d'autre part, et puis tous les petits taux de 1 sur n2, on obtient ce développement asymptotique qui est bien, vous voyez, on retrouve l'équivalent en e carré sur n, mais on a une précision supplémentaire avec un terme supplémentaire. Si jamais on prend du recul par rapport au raisonnement qu'on vient de faire, en fait, vous voyez que à l'origine, on est parti d'un développement asymptotique d'exponentielle de 2x à deux termes, puisqu'on avait un développement à l'ordre 1, donc il y avait bien deux termes. Il y avait le terme constant et le terme en x-1, et puis plus le reste. Et vous voyez qu'en sortie de raisonnement à la fin, on a obtenu un développement asymptotique à deux termes de un. En fait, ça se généralise complètement. On aurait pu, à l'origine, prendre un développement asymptotique plus précis d'exponentielle de 2x à autant de termes qu'on voulait, et on aurait obtenu un développement asymptotique à autant de termes qu'on voulait de un. Donc vous voyez que c'est une méthode qui est vraiment particulièrement puissante, même si elle est difficile. C'est sûr qu'elle est très difficile, elle est conceptuellement difficile, et puis elle est aussi techniquement difficile, puisque vous voyez qu'on jongle là-dedans entre des calculs d'intégrales et des estimations d'intégrales. Si vous avez compris cette méthode, même dans les grandes lignes, bravo à vous. Si en revanche vous n'avez pas tout compris, dites-vous que c'est pas grave du tout, c'est pas du tout une méthode qui est inscrite au programme. Alors il se trouve que cette méthode peut aussi être utilisée sur les Vn, mais là c'est moins évident de voir pourquoi, même si vous allez voir qu'en fait dans les calculs ce sera plutôt plus simple que sur les Un. Regardez en fait ce qu'on peut faire. Ici au dénominateur on a n plus t, et là on peut forcer la factorisation par n. Ce qui va donner la chose suivante, on réécrit Vn, il y a donc un 1 sur n qui va être mis en facteur de l'intégrale, le cos t on n'y touche pas, et puis ici on a cette quantité là, 1 sur 1 plus t sur n,
où là, on reconnaît qu'on peut faire un développement limité, parce que la quantité t sur n qu'il y a ici, moralement, elle tend complètement vers 0, uniformément en t. T, il est compris entre 0 et pi sur 2, donc t sur n, il est compris entre 0 et pi sur 2n. Donc vraiment des quantités qui toutes tendent vers 0. Donc ici, on est très tenté de dire que 1 sur 1 plus x, pour une quantité x quelconque, on peut l'écrire de cette façon-là. Là, à vous de jouer, essayez de rédiger ce raisonnement proprement, mettez pause dans la vidéo, en fait je prétends qu'avec cette égalité-là, on peut obtenir un développement asymptotique à deux termes de Vn. Et puis on corrige juste après. Allons-y pour la correction, donc on va fixer un n appartenant à n étoile, et puis on va écrire Vn comme on l'avait indiqué. Et puis maintenant, on va utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange. Alors moi, mon conseil pour pas s'embrouiller, c'est de l'appliquer à une fonction bien identifiée, une fonction, et avec une variable x qui est complètement indépendante du problème. Ensuite, on aura toute la liberté d'appliquer le raisonnement qu'on a fait en x est égal à t sur n. Alors du coup, dans quel intervalle est-ce qu'on prend x pour faire ce travail? Il faut voir dans quoi va varier t sur n. T sur n de base, il varie entre 0 et pi sur 2n, et pi sur 2n, en fait, il est plus petit lui-même que pi sur 2, puisque la valeur maximale, elle est en n égale 1. Donc en fait, on sait que toutes les valeurs t sur n seront toujours comprises dans le segment 0 pi sur 2, du coup, on peut se placer sur ce segment-là. Ça donne la chose suivante, pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, 1 sur 1 plus x, eh bien c'est le début du développement limité, plus un reste que l'on sait pouvoir être majoré en valeur absolue par une constante m2 fois x2 divisé par 2. Alors cette constante m2, encore une fois ici, si on la regarde à la loupe, on peut la calculer, c'est le sub d'une dérivée seconde, et il se trouve qu'elle vaut 2, ce qui fait que R1 de x en valeur absolue est plus petit que x2. Mais je le répète, si jamais on ne sait pas calculer m2, ça n'a aucune espèce d'importance. Si au lieu d'avoir x2, on avait juste constante fois x2, ça marche très bien pour la suite. Bon, maintenant, ce développement, on va l'appliquer à x égale t sur n. T sur n qui appartient bien à 0,2 pi, comme on l'a dit, et ça donne ce développement suivant 1 moins t sur n plus R1 de t sur n. Vous voyez, là, c'est un remplacement mécanique. On remplace x par t sur n. Du coup, on revient à Vn, et à l'intérieur de l'intégrale, on va pouvoir remplacer ce qu'on avait avec 1 sur 1 plus t sur n par ce développement. Maintenant, par linéarité de l'intégrale, là, en développant tout, eh bien, on va pouvoir exprimer Vn comme une somme de 3 quantités. Et vous voyez que, en fait, on a une quantité en 1 sur n fois une intégrale ici, l'intégrale de cos t qu'on va appeler A. Cette intégrale, elle dépend de rien du tout, c'est pas an, c'est juste a, c'est juste une constante. On a ensuite une partie en 1 sur n2 avec ici une intégrale, l'intégrale de t cos t qu'on va appeler b, même chose, elle ne dépend de rien du tout. Et puis enfin, on a une intégrale ici résiduelle qu'on va appeler epsilon, epsilon n, avec un 1 sur n en facteur. Alors maintenant, ce qui va être important, c'est bon, on va calculer a et b, ok, et puis surtout sur epsilon n, il s'agit de démontrer que ça va donner une quantité qui est négligeable. À gauche, on a une quantité en 1 sur n2, donc il faut démontrer que 1 sur n fois epsilon n est négligeable devant 1 sur n2, et ça correspond à montrer que epsilon n est un petit taux de 1 sur n. Allons-y. Donc, dans l'ordre, d'abord, on calcule. A vaut 1. Ok, on fait le calcul. B, on peut le calculer en faisant une intégration par partie. En fait, dans t cos t, on dérive t. Et ça donne pi sur 2 moins 1. Voilà, pourquoi pas. Et puis, epsilon n, on va le majorer en valeur absolue. Par inégalité triangulaire, on peut majorer de cette manière-là. Le cosinus, on le borne par 1 sans problème. Et puis, R1, on le majore par la majoration qu'on avait. On sait que R1 de x en valeur absolue est plus petit que x2, donc R1 de t sur n en valeur absolue est plus petit que t sur n au carré. Maintenant, cette intégrale, on peut sortir le 1 sur n2 de l'intégrale, et puis le reste, il n'y a pas de problème. Soit on le calcule, c'est ce qu'on a fait ici, soit même on le majore grossièrement, peu importe, ça va donner une constante sur n2. Ça nous permet de voir que epsilon n, du coup, est un grand taux de 1 sur n2. Maintenant, on reprend toutes nos billes. Dans Vn, on a donc une partie en 1 sur n, qui est même 1 sur n, une partie en 1 sur n2, et puis enfin, on avait le 1 sur n fois epsilon n. Epsilon n, c'est un grand taux de 1 sur n2, donc quand on le multiplie par 1 sur n, on obtient un grand taux de 1 sur n3, qui, au passage, du coup, à plus forte raison, est un petit taux de 1 sur n2. Voilà, c'est gagné, on a bien un développement asymptotique de Vn.